Oui. Ouais. Bonjour la communauté de Star Wars en direct. C'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à Hidden Empire, l'album 100% du côté de chez Panini. Ici Francis en direct de Québec et fidèle à notre habitude, on rejoint Jean à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean? Ah, ça va super, ça va. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et très hâte de discuter de ça avec toi ce soir. Excellent, excellent. Juste à titre purement informatif, tu nous as envoyé ta météo ces jours-ci là, à l'est. Je pense que c'est un relent de tempête tropicale là, du golfe du Mexique, mais bref, on va avoir des records, toute époque confondue de pluie là, qui est tombée, qui est encore Ah en oui? train de tomber là, sur l'est du Québec. Ah oui. Je pense qu'on est aux environs de 110 mm et de la température très chaude qui fait fondre la neige qui était accumulée. Donc là, ça ajoute des millimètres puis des minutes. Fait que là, on a des inondations et tout ça. Ah Là, merde. juste avant Noël, c'est pour le moins exceptionnel. Fait que j'ai eu une petite pensée pour toi. Là. Je me suis dit, crime, c'est une Hmm, météo à la Vancouver, ça là. c'est ça. Ça va, t'as pas le pied dans l'eau, non? Non, 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 moi ici, je suis en haut de la chute Montmorency, donc avant d'être inondé, comment dire, faudrait que, tu sais, parce que l'eau, elle tombe de la chute, là. Faudrait qu'elle en tombe beaucoup pour que je sois inondé. Ah bon, ça Bref, va. fait que pas de souci de ce côté-là. Aujourd'hui, oui, comme je dis, on est là pour parler de l'album 100% Hidden Empire de Panini qui regroupe les 5 numéros là, du crossover, là, mais vraiment pas les numéros des albums événements là, que Panini publiait là, au fil, je pense qu'il y en a eu 4 ou 5 là, pour Hidden Empire, pour l'événement qui regroupait les numéros de Star Wars, Vader, Mhm. Alpha, Bounty Hunters. Là, c'est vraiment que les numéros de Hidden Empire. Avant d'aller plus loin, on va remercier notre partenaire littérature, comme d'habitude, de Star Wars Littérature Québec. Donc, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook et à les suivre aussi sur Instagram, que vous soyez du Québec ou pas. Là, c'est toujours des Mhm. discussions très intéressantes. Venez donner vos avis sur vos lectures et compagnie et discuter avec les gens qui publient les leurs. Petit WhatsApp rapide, Star Wars, hein? Yeah, WhatsApp rapide. Donc, ben, on a commencé, période de Noël oblige, à se regarder, à se re-regarder tous les téléfilms Lego Star Wars là, avec ma Ouais. petite. Et on a commencé par le Terrifying Tales là, qui était sorti pour un Halloween, je sais pas si l'an dernier ou il y a 2 ans peut-être, je sais Ouais. plus. Donc très très sympa. Ma petite a pas toutes les références, mais elle apprécie beaucoup l'humour de situation quoi, des productions Lego toujours quoi. Celui-là il est Mm-hmm. cool parce que tu as la partie notamment, je sais pas si tu te rappelles, avec Ben qui devient Kylo Ren, qui pourrait être limite canon quoi. Enfin, c'est du Lego, mais tu te dis que c'est un passage de la vie de Ben Solo qu'on n'a jamais vu, que ce soit en comics, en littérature ou en série ou en film. Et là du coup ils Ouais, ouais. expliquent un peu le passage, Ben, il y avait comment la les série, là, l'ascension de Kylo Ren en il y comics. avait ça, il y avait ça un petit peu, ouais. On avait des bribes, mais là on voit vraiment comment les Chevaliers de Rennes ont recruté Ben à l'époque où il Okay. était encore Ben et comment ils l'ont poussé à devenir Kylo, quoi. Et comment il a trouvé son nom de Kylo et tout, et ça c'était vachement intéressant. Mais c'est pas canon vu que c'est du Lego. Mm-hmm. Et pour les grands enfants, t'as énormément de références de films d'horreur. T'as du Shining, t'as du Jurassic Park, Seigneur des Anneaux, même du Nightmare on Elm Street, du coup. Donc ça, je pense pas que les gamins ils ont la référence. Mais en mode spooky, tu sais, rigolo pour les petits. Donc ma petite de 6 ans, Ouais. voilà, elle a Moi, je l'avais adoré pas quoi. écouté celui-là. Ouais, Euh, ouais, c'est un des meilleurs, ouais. il en sort tellement, là, Lego, que j'ai arrêté Hmm. à un moment donné, je sais plus quand, là, de les prendre.
Ouais. Bah écoute, là, comme on se les retape, je ferai un WhatsApp, un petit film Lego là. Donc là, c'était le Halloween. Il y en a un avec Grievous et Maul aussi, où il y a une espèce de rivalité entre Grievous et Maul. C'est très très sympa. Et le dernier, parce que en fait, c'est 3 shorts en fait. En gros, c'est 3 shorts, OK. 3 short movies. Et le dernier, c'est un what if que si Luke était allé à l'Académie impériale suivre son ami, comment il s'appelle, Biggs Mhm. Starlighter là, au début de l'épisode 4, plutôt que de faire ce qu'il a fait pendant l'épisode 4. Et là, c'est pareil de voir comment Luke devient impérial et va rencontrer son père, mais en tant que supérieur et tout. Et c'est pareil, c'est hilarant, quoi. C'est très très drôle. Donc, ouais. Je recommande toujours, ouais, c'est Ouais, sur Disney+, je pense. c'est excellent. Ouais, ouais, ils sont tous sur Disney+. C'est excellent, dans le fond, pour ce format-là, les fameux what if. Là. Il y en a qui se demandaient si on allait avoir ça dans Star Wars, comme il y a eu ça chez Marvel. Très content qu'on ne l'ait pas chez Star Wars, mais dans le format très Ouais, c'est du Lego. parodie un peu, puis tout ça, là, Ouais. de Lego, ben, je trouve que c'est Mhm. parfait pour de se retrouver là. Ouais, voilà. Et puis là, ça n'est qu'un, quoi. C'est un petit épisode, et puis c'est tout, quoi. Ils vont Mhm. pas insister sur ça, quoi. Donc, ouais. Et toi? Excellent. Moi, de mon côté, littérature presque exclusivement. Dans le fond, on est sur de la Haute République. Là. Ah oui. Je me replonge dans l'ambiance de la Haute République après quelques œuvres là, hors Haute République. Donc, on est dans la phase 3. On vient de débuter la phase 3. Donc, j'ai bien hâte de voir où ça s'en va. Bref, on va en discuter là, dès le début de l'année 2024 là, avec l'émission sur le roman The Eye of the Storm. Et on pensait aussi faire là, une émission sur le recueil de nouvelles, là, Tales of, je me souviens même plus, Light and Life, Light c'est and ça? Life. Yeah, c'est ça. Voilà. Tu l'as. Donc voilà, on va vous revenir dans d'autres émissions à ce propos. Si je te demandais, Jean, pour les auditeurs, il y avait quoi au menu pour Star Wars en direct ces temps-ci? Oui, alors récemment, niveau littérature, nous, on a fait notre critique du roman Crimson Climb, qui est le dernier roman en date. Hein. Enfin, non, pas vraiment, mais que nous, on a critiqué en tout cas. Voilà, avec Juliane. Nous avons aussi fait. C'était quoi? Ah oui, dernièrement, en comics, on a critiqué le tome de Sanastaros, donc une Oui. mini-série focus sur ce personnage-là, de Sanastaros. On a eu un collector, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un collector très très cool à écouter en compagnie de Sébastien et Frédéric de la Team France sur les figurines 12 pouces, les jouets 12 pouces au fil des années de leur création jusqu'à maintenant, quoi. Et, Oui, émission intéressante, surtout si vous voulez voir des Français avoir beaucoup de mal entre le système impérial et le système métrique. Là, c'est toujours très comique là, pour les Québécois de voir cela. Non, mais émission très sympathique, je vous invite à aller l'écouter. Ouais, ouais, très cool. Et de sortie aussi, nous avons notre revue de presse de l'année 2023 niveau Star Wars, donc avec différents participants, Team France, Team Québec, et nous vous livrons nos coups de cœur et coups de masse de l'année 2023 dans notre galaxie préférée. Oui, et rapidement, en fin d'émission, les attentes pour 2024. Oui, exactement. Voilà, donc excellent. Avant d'aller plus loin, comme l'habitude, on vous rappelle de vous réabonner si ce n'est déjà fait à nos médias sociaux, là, que ce soit, en fait, surtout ceux de Meta, là, suite à la Grande Purge, donc Star Wars en direct, podcast sur Facebook, SW en direct sur Instagram, et là, il y a Thread aussi là, qui est de retour, espèce de Twitter version Facebook. Là. Autre réseau que j'ai pas trop compris, c'était quoi, à part faire compétition. Je me demande pas. Entre les compagnies, ça me paraissait être un peu le même principe, mais bon. Voilà, et aussi sur Blue Sky, donc ceux qui seraient sur le plus ou moins nouveau, c'est assez récent, je pense que c'est 2023, là, le réseau Blue Sky. Donc on vous invite à nous rejoindre à Star Wars SW en direct.bsky.social. Voilà, donc écoute Jean, on passe en hyperespace et on attaque le sujet de l'émission après la pause. Ok. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, donc, comme je disais en intro, on est là pour parler de l'album des 5 comics là, qui formaient le crossover Hidden Empire. Une espèce d'événement, c'est le 3e consécutif là, pour les gens qui commencent à avoir du mal à suivre, et ce serait normal. C'est le 3e sur 4 événements consécutifs. Donc là, il y a eu War of the Bounty Hunters, il y a eu Crimson's Reign. Là, il y a trop de Crimson, c'est Crimson's Reign. Là, ensuite, c'est Hidden Empire et
Du côté des versions originales en anglais qui sortent là, pas au quotidien, mais chaque semaine, là, on est rendu dans l'événement Dark Droid. Donc, c'est quatre événements consécutifs. Et ce qu'on entend par événement, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que non seulement il y a des numéros uniques, là, par exemple ceux de Hidden Empire en tant que tel, et en parallèle, tous les numéros des 4 séries ongoing, donc Star Wars, Darth Vader, Bounty Hunters et Dr. Aphra, les numéros sont tous de très près ou moyennement près reliés à l'événement. Et on a à la fin des numéros, il y a vraiment un calendrier là, pour suivre là, tous les numéros pour chaque mois, là, en quel ordre les lire et tout ça. Donc, ça commence à être des gros événements. Et Star Wars en direct, on avait pris la mauvaise décision. A posteriori, on peut dire, on a jugé que c'était une mauvaise décision de basculer des albums sur les séries comme Vader ou Star Wars, etc., vers les albums qui étaient publiés, mais de l'événement qui compilait toutes les séries. Et là, ben, finalement, on rebascule sur l'inverse. Après avoir couvert War of the Bounty Hunters de cette façon-là et Crimson's Reign, là, on rebascule sur les albums 100%, là, comme on appelle, du côté de chez Panini. Donc, voici le premier, on va dire, d'une série là, avec Hidden Empire. Suivra bientôt, c'est le volume 6 là, de Darth Vader. Donc, pour Hidden Empire, comme je disais, 5 numéros. Petite précision hein, pour les émissions comics, là, les gens qui ne seraient pas habitués, on va spoiler, donc divulgacher l'intrigue, donc c'est ça. Mais encore là, dans les comics, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins... S'il y a vraiment des choses très, très, des grandes surprises, des événements très importants, au pire, on va vous prévenir, on va vous dire, ben là, on s'apprête à divulgacher tel événement majeur. Mais au-delà de ça, moi, je vous dirais que c'est pas un enjeu aussi grand que quand on parle des séries télé, films et romans. Donc, Jean, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de ce que ça raconte, cet album-là? Ça me fait passer, Jean, d'ailleurs, puis d'ailleurs, ton micro est fermé. Avant, pendant que tu réouvres ton micro, je vais préciser les specs là, de l'album. J'ai oublié de les donner. Donc, l'album, comme je disais, 100% Hidden Empire chez Panini. C'est les comics, la totalité de la mini-série, donc 1 à 5, pour 136 pages, pour un 19 € du côté de la France. Chronologie, ben, on est en même temps que les autres séries ongoing, donc en plus 3. Scénario, le très grand Charles Soule. Dessin, c'est une combinaison... non, c'est ça, on a un seul dessinateur ici, si je ne me trompe pas, Steve Cummins. Aux couleurs, Guru FX, là, qui est un grand habitué là, du univers comic Star Wars. Et aux couvertures, ceux-là, je pense, c'est un peu moins des habitués. Paolo Siqueira et Rachel Rosenberg. Donc, vous verrez au fil de l'émission, on va vous montrer de quoi ça a l'air. Oui, on va en parler. Jean, oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça raconte? Oui, juste avant, je voulais juste un petit disclaimer pour juste avertir les auditeurs que oui, donc ça sera le tome, donc tu l'as bien mentionné, hein, le tome rigide, donc ça s'appelle toujours 100% chez Panini Comics, je sais pas. Quand c'est des séries complètes, ouais. Quand un album, c'est vraiment qu'une seule série, c'est comme ça en tout cas que j'ai compris l'appellation. Ouais, parce que justement, faut faire gaffe parce que la mini-série, la série, le crossover Events, quoi, qui est sorti donc numéro compilé, c'était des tomes souples, des soft covers en France, si j'ai bien compris, par Panini. Il y avait les deux. C'est juste histoire de mêler les gens encore plus. C'est qu'il y avait et une version souple et une version rigide. C'était la même chose dedans, là, mais il y avait les deux aussi. Là. Fait que pour chaque, il y en a eu 4. Puis je pense qu'il y en a un autre qui s'en vient en janvier, là, un épilogue. Fait que bref, non, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Il y avait le les albums événements, là, ça devient très vite mêlant. Très compliqué. Et il y avait, c'est ça, le rigide, c'est les éditions collector avec des variantes cover, je crois, c'était ça. Chez Panini. Ouais, c'est ça. Il essayait de varier au moins les couvertures entre la version souple et la version rigide. Voilà, ne confondez pas déjà le premier tome, donc compilé souple à 16 € et ce tome 100% rigide, parce que le tome 1 de Hidden Empire et ce 100% donc rigide qu'on va critiquer ce soir, c'est deux covers similaires, quoi. Donc c'est la même. Ça arrive effectivement qu'il y a même une cover, comme tu dis, une couverture identique dans certains cas. Fait que ça peut vite être mêlant. Moi, je veux juste prévenir les gens du côté de chez Panini, c'est pas compliqué. Là, prenez le temps à l'endos des albums de bien regarder le contenu. Je ne sais pas si le focus de la caméra va vouloir se faire comme il faut, non. Mais c'est ça, de bien regarder le contenu
Oui. histoire de ne pas vous faire avoir, là, parce que c'est ça vient très, très vite mélanger. Et d'ailleurs, le one-shot, il y a un one-shot qui fait le lien entre Crimson Reign et Hidden Empire, qui s'appelle Révélation, et qui sera présent donc nulle part, hormis si vous avez acheté donc ces petits tomes souples. Non, pas nécessairement, Jean, dans le sens que je ne sais pas en fait de comment que Panini a prévu, mais par le passé, les autres albums de ce type-là, comme c'était des petites histoires reliées à chaque série ongoing, Panini avait disséminé chaque petite histoire dans les albums 100%. Donc, c'est ce qui avait été fait, par exemple, avec Empire Ascendant, quand on était passé des séries de 2015 aux séries de 2020. Et je crois qu'avec Révélation, c'est un peu ce qui est au programme aussi. Ah, cool. Ah, ça c'est sympa. Panini essaie vraiment de rassembler, puis de publier la traduction française de tout pour que les gens, là, effectivement, là, aient l'ensemble des histoires. Je sais que, par exemple, avec War of the Bounty Hunters, il y a eu pas une échappée, là, mais ils se sont retrouvés avec un dilemme. Là, War of the Bounty Hunters, en plus de la série normale, on va dire, il y avait aussi des numéros sur des personnages. Il y avait IG-88, puis c'est ça, Bush, puis tout ça. Là. Puis je pense que ceux-là se sont retrouvés juste dans les albums événements et non dans les albums 100%. Fait que ça, c'est la petite... dans le cas d'Hidden Empire, je ne suis pas sûr qu'il va nous manquer du matériel. Ouais, c'est pas évident. Big up à eux chez Panini France, parce que ça va pas être évident au niveau éditorial, ce bazar. Non, effectivement. Donc, résumé. Donc, déjà, on va pas résumer Crimson Reign, mais en fait, juste raconter la fin de Crimson Reign, donc qui est l'event précédent, qui en fait racontait comment Kira et Crimson Dawn s'alliaient aux autres syndicats criminels et aux assassins et mercenaires là, pour faire tomber l'empereur, parce qu'en fait, voilà, la vendetta de Kira. Personnellement, elle veut faire tomber les Sith. C'est son but ultime. Et par ce biais, pas à s'allier à l'Alliance, bizarrement. Je sais pas pourquoi elle veut pas s'allier aux rebelles, quoi. Ça serait beaucoup plus simple. Mais elle va faire son truc de côté. Ça reste une espèce de mafia quand même. Donc, reste à voir si l'Alliance voudrait vraiment officiellement s'allier. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, elle préfère passer par les voies criminelles, effectivement. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a contre les sites? Ça, pareil, on n'en sait foutrement rien. Enfin, moi, j'ai pas compris pourquoi, hormis ce que Moll aurait pu raconter. Ouais, c'est ça, des petits indices, mais rien d'excessivement concret. Voilà. En tout cas, le concept de Crimson Reign, c'était qu'on avait un premier numéro introductif. Ensuite, on avait chaque numéro prenait le point de vue d'un des groupes de Kira, alliés de Kira, quoi. Donc, tu avais Destik et Ochi, si je me rappelle bien. Tu avais les Knights of Ren et tu avais l'archiviste aussi. Et puis, tu avais le numéro qui concluait ça à la fin de Crimson Reign, où la dernière page, c'était un discours de Kira et passait en une espèce d'ordre qui allait révéler tous ces espions disséminés un petit peu partout dans la galaxie. Et pour dire, il y en avait énormément d'espions parce qu'ils étaient à la fois dans la rébellion chez l'Empire, mais aussi dans toutes les factions grandes ou petites de la galaxie, quoi. De là le titre de ce troisième événement. Là. C'est donc l'Empire caché, là, donc c'est l'Empire de Kira, on va dire. De Kira, exactement. Donc le tome commence, donc le tome de ce soir, de Hidden Empire, commence sur comme la fin de Crimson Reign, un hologramme de l'archiviste. Non, comme le début, pardon, de Crimson Reign, où tu avais un hologramme de l'archiviste qui va en fait raconter l'histoire de Kira et Crimson Dawn à deux mystérieuses figures encapuchonnées. Donc là, on ne sait pour l'instant pas de qui il s'agit. Donc on a l'archiviste, clairement, dès la première page, elle va nous raconter là, dans ce tome-là, la fin du règne de Kira et de Crimson Dawn. Donc direct, on sait ce qui va advenir. Ouais, c'est une méthode dans les épisodes précédents. Voilà, c'est ça. Donc en gros, dans le premier numéro, on a l'archiviste et donc Kophon Farus. Alors c'est une amie de Aphra, là, très branchée de Darkseid, qu'on connaissait pas trop dans les séries régulières, hormis, voilà, là on la voit. C'était surtout dans Dr. Aphra. Voilà, c'est surtout un personnage de Dr. Aphra qui a rejoint l'archiviste et qui retrouve pour Kira la Fermata Cage, qui est un artefact Sith ultra puissant et qui pourrait être la clé pour en faire neutraliser Palpatine et Darth Vader. L'empereur, lui, il essaie de reprendre le contrôle de sa galaxie en ralliant tous les syndicats du crime, donc tu as les Hutt, les Black Sun, tout ça là, et leur demande d'arrêter de se battre entre eux, parce qu'en fait, c'était un peu le bazar dans les crossovers précédents, ils se battaient un peu tous entre eux. Ouais, qui là, a monté entre autres les Hutt, l'Empire contre les Hutt. C'est ça, exactement. Et donc là, l'empereur les appelle et dit, bon les gars, arrêtez vos bêtises là, on focus, et maintenant l'ennemi c'est Crimson Dawn, l'ennemi à abattre c'est Crimson Dawn. Voilà, et donc situation de crise pour Kira, parce que l'Empire réussit à trouver son vaisseau, le Vermilion.
très beau vaisseau, le Vermillon. Vaisseau qui va se faire laminer la gueule face aux armées impériales très vite, dès le numéro 1. Mais surprise, donc tu as un petit cliffhanger, on pensait que Kira était à bord, mais évidemment non, elle n'était pas à l'intérieur de son vaisseau. Le numéro 2, donc tu as l'archiviste et les Knights of Ren qui vont activer la Fermata Cage. L'empereur et Vador vont la ressentir, ils vont sentir une perturbation dans la force. Les Knights of Ren, eux, vont vite se barrer. Là, ils ont trop peur, alors soit de mourir dans le process d'activation de la cage, parce qu'eux, ils sont force sensitive, donc ils ont été utilisés par l'archiviste pour activer le truc. Ils n'ont pas vraiment senti le truc, donc ils se barrent. Soit parce que les Sith qui sentent se dirigent vers eux en fait. Donc Dark Vador et l'empereur arrivent et ils sentent que voilà, ils sont pas de force à les combattre, donc ils préfèrent se barrer là. Donc ce qui nous laisse l'archiviste et faut seul réactiver la cage une fois de plus. Là, Palpatine et Vador vont pouvoir vraiment les localiser précisément là, et Vador va se rendre sur place pour les buter tous. Kira, quant à elle, de son côté, elle va se rendre dans une de ces safe houses où elle retrouve une flotte plutôt conséquente, une grosse flotte qu'elle avait. C'est là qu'on se rend compte de l'ampleur de l'organisation. Voilà, le fameux Hidden Empire. Numéro 3, donc c'est vraiment un numéro axé sur la baston, parce que c'est Vador qui va se battre contre les orphanes. Alors on en discutera plus tard ensemble, mais les orphanes, c'est un groupe de mercenaires à la solde de Kira. Voilà, tout ce qu'on va dire pour l'instant. Il va tous se les faire, évidemment, hein, c'est Dark Vador quand même. Et c'est juste l'archiviste et Faux qui vont réussir à s'échapper à bord de la navette des orphanes. L'avant-dernier numéro nous présente donc l'archiviste qui va se rendre sur la station Amaxine pour continuer d'utiliser la Fermata Cage. L'empereur et Vador vont se pointer sur place à bord de l'Executor. Là, c'est l'Executor, hein, le vaisseau de Vador qui se pointe à la fin. Je crois. Le Super Star Destroyer. Ouais. C'est ça. Kira, elle est désespérée, là, elle va essayer de rappeler Death Tick et les Knights of Ren, mais en vain. Elle envoie quand même sa flotte protéger l'archiviste, hein, donc là une grosse bataille spatiale nous est présentée. L'empereur et Vador vont se rendre en personne donc dans la station Amaxine face à l'archiviste et la Fermata Cage. Et en fait, Kira, qui auparavant avait menacé l'empereur que l'ancien Sith Lord était emprisonné dans la Fermata Cage, en fait c'était un piège, en fait. Ça a titillé l'empereur, donc l'empereur a fait le déplacement pour voir, et en fait c'était le piège, il fallait juste lurer les Sith près de la cage pour l'activer et capturer Dark Vador et l'empereur. Donc les deux se font capturer par la cage. Avant ça, Vador et Palpatine vont rencontrer sur place Aphra, possédée par le Spark Eternal. Alors tout ça, on va pas rentrer dans les détails. Il faut avoir lu Dr Aphra précédemment pour comprendre un peu les bails. Ouais, effectivement. Elle arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Là, c'est incompréhensible si on n'a pas lu Aphra. Mais voilà, petite baston Aphra-Vador. Hérésie, Vador va perdre ou pas. En fait, il va perdre son sabre, mais il va utiliser son Force Push pour faire sortir l'entité qui possède Aphra du corps d'Aphra. Il se rend avec Palpatine. C'est pas vraiment Aphra là, à ce moment-là, faut mentionner. Voilà, ouais, c'est vrai. Comme un ancien seigneur Sith, là, justement. C'est ça. Ils appellent ça le Spark Eternal, et c'est une espèce d'entité Sith qui possède Aphra et qui prend la totale contrôle de son corps. Et on en reparlera de ça dans la critique de Aphra volume 6, j'imagine, tome 6. En tout cas, Palpatine et Vador vont se rendre près de la cage, l'archiviste va l'activer et va les piéger. Et là, bam, les Knights of Ren vont se pointer dans la bataille, et eux, ils vont vont retourner leur veste, ils vont libérer les Sith Lords, pensant gagner leur faveur, s'ils les aident, en fait. Donc ils trahissent en quelque sorte. Ouais, c'est ça, tout avait fonctionné, et là, cette bande de connards-là... Ah oui, carrément. Retourne leur veste et brise tout le plan de Kira. Là. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, Kira qui est dégoûtée, elle était vraiment proche de son but ultime. Là. Et donc, donc malheureusement, elle s'échappe, Kira, et laisse sa flotte se faire anéantir par l'Empire. Donc Kingdom Dam se fait vraiment démonter. Donc à la toute fin du tome, on a Luke et Leia qui étaient... les deux figures encapuchonnées du début qui écoutaient l'enregistrement de l'archiviste. Donc post-épisode 6, ou juste après l'épisode 6, après la victoire. Quoi. Ouais, on a Leia Jedi, on va dire. Ouais, Leia Jedi, ouais, c'est ça. Et enfin, on a aussi une page épilogue, on peut dire, avec Kira, qui est seule dans un coin d'une cantina, dans un endroit inconnu de la galaxie, quoi. Une cantina qui fait la fête, parce que là, ils observent sur l'holo
la victoire de la rébellion sur l'Empire. Donc, ouais, c'est ça, c'est un petit bond temporel là, à la fin du retour du Jedi. Là. J'y avais pas du tout pensé, mais j'ai même le chandail attitré. Et voilà. Et donc, qui fait un petit peu le lien avec le roman Crimson Climb, qui voyait un épilogue similaire où on voyait Kira seule dans un bar, voilà, qui a survécu, mais son empire, elle, a péri, par contre. Voilà. Et qui ouvre la voie aussi, on est passé rapidement là, sur l'événement suivant Dark Droid, là, parce que la fameuse entité du Spark éternel, l'éternel étincelle, j'imagine que ça va être traduit comme ça, se retrouve dans une espèce de mini-droïde qui était abandonné, on va dire, sur la station à Maxine. Station, je ne sais pas si il me semble que tu l'as mentionné, hein, mais c'est la fameuse station qu'on a retrouvée, qui avait été créée par Charles Soule dans l'ascension de Kylo Ren, c'est Snoke là, qui habitait là, on va dire, ou qui c'était, je ne sais pas si c'était son chalet d'été. Là. Mais station qui a pris beaucoup d'importance dans les romans de la première phase de la Haute République, là, dont celui de Claudia Gray. Fait que c'est ça. Moi, c'est un concept que j'avais beaucoup aimé. Fait que c'est toujours très cool de la retrouver. Fait que c'est ça. C'est vraiment l'ouverture. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'ouverture vers le prochain événement là, de toutes ces séries ongoing là, du Dark Droid. Mais Dark Droid, tu mentionnais, donc là on est à 4 événements, le 4e crossover événement, mais à la base on nous avait promis 3 crossovers, tu sais, ils appellent ça la trilogie Kira, quoi. War of the Bounty Hunter. Ouais, ça a comme dérivé sur autre chose. Ouais. Et à la fin d'Indian Empire, on espérait enfin la fin des crossovers. En fait, bam, ça continue sur un autre crossover, donc qui présente pas Kira, mais un autre crossover, et ça commence à faire là. Ouais, écoute, les auditeurs doivent commencer à connaître notre avis là, sur le fait que là, ça pourrait quand même être bien de retrouver des aventures un peu séparées quand même une de l'autre. Mais bref, écoute, qu'est-ce que tu veux attaquer en premier, graphique ou scénario? Scénario, j'ai énormément de trucs à dire sur le scénario. Parce que, donc, si tu veux commencer par ça, vas-y. Oh, ouais, il n'y a aucun problème. Écoute, moi, je mentionnerais déjà que on le rappelle, là, c'est un album, crossover là, des différentes séries. Puis comme j'expliquais tout à l'heure, chaque mois, autrement dit, sortait un numéro de Hidden Empire et 4-5 numéros des autres séries que j'ai nommées là, plusieurs fois déjà. Donc là, d'avoir dans cet album-là que les numéros de Hidden Empire, il faut avouer que les choses se passent très vite et que, comme tu dis, par exemple, Afra version Seigneur Sith, Spark Eternal, c'est vrai que ça débarque un peu de nulle part. C'est ça, quelqu'un qui ne lirait pas les autres séries, il faut avouer que là, cet album-là, c'est vraiment un bonus aux 4 autres séries. Ce n'est pas à acheter et à consommer vraiment complètement à part là, dans l'ignorance totale des autres séries. Ça, c'est mon point de vue. J'imagine que tu voulais plonger un petit peu plus en détail là, dans les détails du scénario. Oui, c'est beaucoup plus des détails. Ouais. De manière générale, on donne notre avis là du coup. Oui, vas-y avec ton avis. Ouais, moi, de manière générale, c'est Charles Soule au scénario. Et Charles Soule, il a fait quasiment que des bons trucs dans Star Wars. Il a plus d'une centaine de crédits et c'est quasiment que des trucs. Généralement, effectivement, c'est du haut du panier. Voilà, et là, déjà, moi j'avais beaucoup aimé War of the Bounty Hunter comme event, c'était super intéressant, surtout que ça faisait sens, tu vois, une chasse des différents chasseurs de primes sur le Carbonite solo, là, ça faisait sens, quoi. Et le retour de Kira était dans ce truc-là, donc c'est super cool de le revoir là. Mais déjà, Crimson Reign, on l'avait dit hein, dans nos émissions dédiées, c'était pas super passionnant. Tellement pas que certains de nos collaborateurs, donc Loïc et Tom, ont abandonné tellement que c'était pas ouf, quoi. Et la lecture en tome de Crimson Reign, moi, m'avait moins dérangé que la lecture en tome relié, enfin en compilation, là, softcover là, de Panini, qui là m'avait saoulé, mais c'était chiant. Que ça soit le Crimson Reign et toutes les séries à côté, quoi. Et là, c'est rebelote, quoi. Là, Soul, moi, je le reconnais plus du tout. Hein. C'est le pire truc qu'il ait jamais fait pour moi, c'est Crimson Reign et Hidden Empire. Qui, ok, est plus agréable à lire en tome, là, comme un tome directement où tu as toutes les histoires qui s'enchaînent, plutôt que voilà, séparément, mais qui reste, là c'est le global, si tu veux, après on pourra entrer dans les détails, mais il y a énormément de points du scénario, moi, qui m'ont dérangé dans ce tome-là. Là. C'est hallucinant, il n'y a rien qui m'a plu, en fait, quoi. Tout ce qui se passe, je m'en fous.
C'est hallucinant. Donc, ouais, j'ai pas beaucoup aimé. C'était vraiment... Ouais, ben c'est ça. Je tempérerais. Je vais me faire l'avocat du diable. Il en faut un. Oui. L'avocat du site. Je sais pas comment il faut le libeller ici. Mais bref, c'est parce que tout ce qui se passe a un lien avec soit la série Afra, la série Vador, la série... Ben, un peu moins la série Vador. Effectivement, les liens avec le reste de la série Vador, je trouve, sont extrêmement ténus. Vador et Star Wars. C'est surtout Bounty Hunter et Afra sous Hidden Empire. C'est vrai que... Ouais, exactement, c'est ça. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que que ce soit Charles Soule ou parce qu'avec les gros événements comme ça, oui, par exemple, tel auteur est en charge de la série, comme là, Charles Soule de la série Hidden Empire. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de coordination à la base ou de collaboration, là, où est-ce qu'il dit, OK, ça va être ça le grand événement, et là, tout le monde travaille en équipe, de près ou de loin. Fait que je sais pas d'où vient, est-ce que c'est le Story Group qui a dit ce serait le fun d'avoir une espèce de Kira qui a bâti là, dans l'ombre une espèce d'empire caché, là, bon. Mais c'est ça, c'est la conclusion de ça. Dans un sens, il fallait que ça arrive parce que tu ne pouvais pas avoir toute la construction qu'il y a eu dans War of the Bounty Hunters puis Crimson's Reign sans que ça finisse quelque part, là, parce que sinon on aurait dit elle est où pendant le retour du Jedi. Effectivement. Donc effectivement, ça explique pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça avant. Évidemment, là, c'est une facilité scénaristique, mais tout ça pour dire que c'est ça. Moi, je tempérerais quand même. Je dirais pas qu'on s'en fout complètement. Par exemple, là, c'est là-dedans qu'on voit la fin du fameux Sparks Eternal. C'est Vador qui va, de toute sa puissance, là, réussir à extraire, on va dire, l'entité qui possédait Afra. Fait que toutes sortes de petits développements comme ça, là, toute l'histoire avec l'archiviste qu'on suit quand même depuis plusieurs mois, années maintenant. L'archiviste là, étant le personnage qui a l'air d'une espèce de... qui a l'air sorti de films d'horreur là, inspiré du premier concept qui avait été fait pour Dark Maul, là, avec les longs cheveux là, qui un peu en dreads. Mais fait que c'est ça. Pour moi, il faut vraiment le voir comme une conclusion, mais il y a certains éléments qui ça porte les défauts qui viennent des séries antérieures et les séries ongoing. Tu mentionnais par contre par exemple, la fameuse équipe là, de chasseurs de primes, mais dont tout le monde se... Ah oui, non, mais ça... mais complètement. On va en parler de ça. C'est déjà que dans la série Bounty Hunters, il y a trop de personnages, trop de chasseurs de primes. Là, tu as cette équipe-là. À un autre moment donné, tu as aussi... c'est-tu dans celle-là? Non, c'est ça. C'est dans d'autres séries. Je pense que dans le numéro 1, on ne les voit pas, mais tu as ceux là, un peu de la série Darth Vader. Tu sais, il y a une autre équipe de chasseurs de primes, là, dont une espèce de grosse boule. Là. C'est... Trop de personnages sans intérêt, inconnus, etc. Là, si tu veux, alors ça, ils appellent ça les orphanes, tu vois. Et la leader, là, que tu la montres à l'écran, elle s'appelle Shana Shah. Est-ce que tu te rappelais qu'elle s'appelait Shana Shah? Non. Et voilà. Et sa seconde, elle s'appelle Imara. Voilà. Donc, est-ce qu'on savait qu'elle s'appelait Imara? Non. On l'oublie dès qu'on l'a oublié. Là, tu vois, je l'aurais pas... si je l'avais pas noté, j'aurais oublié. Et d'ailleurs, ils meurent tous comme des merdes dans ce numéro 3 là. Alors ça c'était un peu ludique, c'est le seul point positif du tome, c'est la façon dont Dark Vador les tue. Ça c'était intéressant parce que ça m'a fait rigoler, parce qu'il les lamine vraiment tous un par un. Et j'ai adoré aussi, c'est un petit peu méta, mais sans le vouloir je pense, que Soul a apporté quand Shana Shah demande à Vador: est-ce que tu sais qui je suis, tu vois? Et Vador qui répond pas. Tu sais, t'as le plan de Vador, le casque, qui répond pas. Et moi j'étais pareil, j'étais mort de rire, j'ai dit mais non plus je te connais pas et je m'en fous en fait. Et par contre ce que répond Dark Vador un peu après, il lui fait you are dead, tu sais. Tu sais pas qui je suis, oui, tu es morte quoi. Donc ça c'était bien stylé quoi, et puis il la défend juste après. Mais ouais non, c'est des personnages inutiles au possible. Ouais, non, tu sais, c'est ça, là. Déjà, on en avait assez avec, par exemple, l'archiviste, l'autre, là, comme tu as dit, qui fait maintenant équipe avec l'archiviste. Faux, là. Ils appellent Faux Fun Farus, ça. Ouais. Qui était sympa au demeurant dans la série Afra. Moi, elle me plaisait bien dans tout ce qui se passe avec Afra. Mais là, j'avoue que... Et encore, voilà, on peut en parler là si tu veux. Gros plot hole à la fin. Bon, c'est pas le seul, mais Faux disparaît d'un numéro à l'autre, en fait. Entre le numéro 3 et 4, l'archiviste, elle se rend à la Maxine Station toute seule. Ouais, l'autre, elle l'abandonne. C'est trop bon. T'as juste une ligne en disant ouais non moi je veux pas y aller, dépose-moi là, ok, et donc elle la dépose quelque part et puis elle va se et voilà, et donc ça et elle arrive quand même à
à activer la Maxine Station toute seule, alors qu'auparavant on dit qu'il faut l'aide de Force Sensitive, donc des Knights of Ren, et de Faux qui s'y connaît en Dark Side. Puis donc la première fois, ok, les Knights of Ren se barrent, tu dis ah mais ils sont emmerdés, ils auront plus personne. Ils arrivent quand même à la réactiver parce que voilà, c'est magique, ta gueule. Et quand Faux se barre, la meuf est toute seule, l'archiviste. Et elle arrive quand même à l'activer, donc en fait ça n'a aucun sens quoi. Pourquoi au début tu avais besoin des Knights of Ren et pas à la Ouais. fin. Enfin, c'est tout, Non, tout ce détail. puis justement, tu parles d'eux, là. Moi, c'est des personnages que je suis plus capable. Les Knights of Ren. Ouais, non, je veux plus les voir, là. C'est vraiment trop. C'est des personnages caricaturaux, ridicules. Ouais, non, c'est vrai qu'ils sont des ridicules. comic relief dans un sens. Alors que pour faire, comment dire, faire le pont avec Kylo Ren, ben, la chose aurait été de les rendre plus sérieux. Là, Oui, complètement. Ouais, complètement. Puis justement, là, comme j'expliquais tantôt, là, comme des gros imbéciles, à la fin, là, ils ont enfin atteint le résultat. Là, Kira serait en mesure de neutraliser l'empereur Evador. Mais là, ces crétins-là ont décidé de changer leur fusil d'épaule. En plus, sur une pure hypothèse. Mais on ne se cachera pas, basé sur pas grand-chose. Et vont défoncer, vont tirer en fait avec leur vaisseau sur la station Maxine, sur la cage, là, la cage Fermata. Et ça va, c'est ça. Ça va faire exploser le tout et libérer Vador et l'Empereur qui avait été effectivement neutralisé. On ne saura jamais ça aurait été quoi la suite. Mais c'est ça, le but de la cage, c'était de neutraliser des seigneurs Sith. Donc, c'était ça le plan de Kira depuis le début. Il aurait pu être neutralisé pendant des siècles, des millénaires. Mais bon. Ça, et puis pareil, donc oui, juste après ça, donc les Knights of Ren se rendent devant, face à face avec l'empereur en disant ouais, on vous a sauvé, dites-nous merci quoi. Et l'empereur, mais moi, l'empereur, je le reconnais pas du tout. Il est très présent dans ce tome-là. Je le reconnais pas du tout dans tout ce tome-là quoi. Pour moi, c'est pas du tout l'empereur des films de la trilogie originale. Il donne un petit peu d'électricité aux Knights of Ren, et puis il se barre, il les laisse vivre quoi. Ah, la fin. Non. Oui. Effectivement, là, quand ils viennent en se disant on vous a sauvé, là, puis l'empereur, c'est comme non seulement c'est aucune reconnaissance, aucune c'est ça, c'est ni un ni l'autre. C'est comme un entre-deux. Là, un petit électrochoc et puis on passe à autre chose. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr, il y a un beau petit. Je mentionnerais peut-être, là, tu l'as dit dans le résumé, mais de réaliser qu'à la fin, les deux personnages qu'on suivait depuis des mois, des années, là aussi, là, qui étaient les personnages encapuchonnés qui se faisaient raconter l'histoire par l'archiviste, là, si je reviens au début. Donc, ça, on les avait à chaque début de numéro là, pendant longtemps. Donc, apprendre à la fin que c'est Luke et Leia après le retour du Jedi, donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. On n'a pas eu beaucoup là, d'images de Leia version à l'entraînement avec son frère Luke. Donc c'est quand même cool. Et là justement, tu mentionnes la temporalité, la post-Jedi, mais ça c'est un des plus gros problèmes que j'ai avec toute cette succession d'événements là. C'est qu'on est censé se dérouler entre les épisodes 5 et 6 il y a un an. Il y a un an entre les épisodes 5 et 6. Et en un an, tu as eu War of the Bounty Hunter, Crimson Clive, Indian Empire, donc une Star Wars à l'intérieur de Star Wars. En un an, pour moi, c'est beaucoup trop. Quoi. Et tu as aussi le Dark Droid. Dark Droid qui se passe aussi au bout d'un an, mais faut arrêter, quoi. Faut passer à la suite, là, s'il vous plaît. Ouais, non, effectivement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je me disais, quand ils ont. Parce qu'on en avait eu beaucoup aussi entre l'épisode 4 et l'épisode 5, mais entre l'épisode 4 et l'épisode 5, il y a un pont de 3 ans, je crois. C'est ça. Bon, ça fait que ça laisse quand même. Alors que là, on est rendu à près de. Par exemple, si je prends des séries ongoing là, depuis le début, comme Star Wars. Entre le 4 et le 5, ils ont arrêté ça à 73 numéros de comics. Alors que là, on est déjà rendu à quoi? 43, 44 dans ces environs-là, à l'intérieur d'un an. Donc, c'est pour vous donner une idée d'ampleur de tout ce qui arrive. Si on faisait la liste des événements importants de toutes les 4 séries en plus, là. Solo, il a raté des choses, Solo. Je suis d'accord avec toi, là. Ils ont vu beaucoup trop gros pour la temporalité là, réduite qui est 12 mois là, pratiquement, là, entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Après, je suis parfaitement d'accord avec toi.
niveau éditorial, c'est ça. L'écart, enfin, ouais, entre 4 et 5, ça devait durer 5 ans pour nous, c'est 2015-2020 en gros. Là, c'est 2000, j'imagine qu'entre les 5 et 6, ça sera 2020-2025. Donc, on a encore quoi, un an à tirer. J'espère vraiment qu'en 2025, on aura du post-épisode 6 parce que ils peuvent pas tirer sur la corde aussi longtemps. Moi, tu vois, une histoire c'est comme aussi ça. qu'on n'avait pas 4 séries ongoing plus des événements. Ouais, voilà, on n'a pas autant de. Entre le 4 et le d'ongoing, 5. Ouais, c'est ça. On avait juste Star Wars, là, c'est la seule qui avait duré tout le long. Sinon, il y avait Vader qui avait duré 25 numéros. Puis après, avait embarqué Afra en 2016 là, pour peut-être 30-40 numéros aussi, là, quelque chose comme ça. Donc là, alors que là, c'est ça, depuis 2020, depuis le départ de ça, on a 4 séries là, avec Bounty Hunters qui s'est ajouté. Puis Vador qui est revenu. Donc, c'est volumineux, on va dire ça comme ça. Dans un autre épisode là, de Star Wars en direct à venir, là, je vous ferai une présentation justement là, de l'évolution là, du nombre de comics qui sort chaque année, le nombre d'albums chez Panini, tout ça. Là, vous allez voir que c'est ça. Il y a une croissance là où c'est ce qui me fait dire à chaque épisode ou presque là, que je ne comprends pas le modèle économique de Marvel. Le Dark Horse aussi là, qui s'est joint à la fête là, avec les comics jeunesse. Mais c'est ça. Je comprends pas, en fait, qui achète les comics là, à l'unité là, à leur sortie. Je veux dire, tu sais, les complétistes comme nous, je veux dire, on est quand même une ultra-minorité. Là. Ouais. C'est censé être des produits de masse. Donc, est-ce que la masse achète vraiment tout ça? J'en doute fortement. En tout cas, Bref, sinon, est-ce qu'il y avait des détails d'autres détails de scénario que tu voulais attaquer? Oui, il y en a quelques-uns. Non, mais juste pour finir sur la temporalité, en fait, je sais pas ce que toi t'en penses, mais tu m'aurais répondu cette histoire-là avec Kira et tout son empire pré-épisode 4 ou post-épisode 6. En fait, j'aurais eu moins de soucis à accepter le truc, en fait. Juste parce que j'ai l'impression que ça dure tellement longtemps. Là, sur une courte période, c'est embêtant. C'est vrai, même avant l'épisode 4, franchement, t'enlèves un petit peu tout le côté Luke, Leia, machin. Ça passe, franchement, ça passe, quoi. Mais bon. Il y a quelques liens qui sont faits pour rattacher à la grande histoire de la rébellion versus l'Empire. Là. Par exemple, que c'est via des agents de Crimson's Dawn que c'est eux qui auraient fourni les fameux plans de l'Étoile de la Mort 2. Là. Voilà, très bien. Mais des petits, vraiment, c'est disséminé dans le total. Là. Voilà, toi, tu me tends une perche, parce que, justement, où est-ce que j'ai la note? Ouais, voilà. Alors, je sais pas si je me plante ou pas, hein. Moi je suis pas un érudit du lore Star Wars, mais pour moi, dans l'épisode 6, on dit bien que ce sont des botanes qui ont récupéré les plans de la deuxième étoile noire et qui les ont fournis à la rébellion. Et donc là, grosse retcon, donc si je me trompe pas. Non, pas nécessairement. En fait, je me souviens pas si ces deux fameux agents-là ont fourni ça directement à la rébellion ou s'ils l'ont fourni à des espions botanes. Peut-être. De la rébellion, je suis pas sûr. Il faudrait que j'aille relire. Puis c'était pas dans les numéros Hidden Empire, c'était dans les numéros de la série. C'est-tu la Star Wars? Ouais. Je sais plus c'est laquelle. Star Wars. Mais on fait mention de ça à la toute fin de ce tome-là, de Hidden Empire, où Leia et Luke à la fin vont discuter et vont parler de heureusement que le couple, donc c'est un couple d'espions donc qui étaient impériaux, mais en fait non, ils étaient Crimson Dawn, qui sont barrés de l'Empire et qui sont rendus à la rébellion, filer les plans de l'Étoile Noire, quoi. Enfin avertir la rébellion que l'Étoile Noire la deuxième était en construction. Alors peut-être que c'est pas vraiment les plans, c'est juste avertir qu'ils avaient prévu construire une deuxième et que les botanes plus tard auront les plans, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, dès que tu dis espion, renseignement, tout ça, là, moi c'est le genre de. C'est là que j'appelle pas ça du retcon, j'appelle ça de l'interprétation. Dans le sens que est-ce que tu penses qu'avant une attaque dans le monde réel, là, un chef de gouvernement va dire à ses soldats, là, donc c'est les espions, là, ils s'appellent comme ça, ils viennent de tel village, voici leur identité. Qui nous ont fourni les renseignements pour permettre d'attaquer là. Dans le monde réel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être que Motma a dit. Elle faisait peut-être juste semer une graine, là, une tromperie là, quelconque. Bon. En fait, elle n'aime pas les botanes, et alors elle a balancé que c'était des espions botanes qui ont récupéré les plans, et en fait, c'était ce couple-là qu'elle protège en secret et tout. Ou l'inverse, il y a du racisme anti-botane dans la rébellion, puis là, vous voulez que le vivre ensemble, c'est important. Peut-être, ça pour les rehausser un petit peu, pourquoi pas. En tout cas, ça a posé problème de que ça soit Crimson Dawn qui soit lié
la trilogie originale, moi ça m'emmerde parce que parce que la trilogie originale n'en parle pas du tout, quoi, que c'est ce gros truc, c'est une grosse retcon de il y a Christophe Down entre 5 et 6 et ça me dérange. Mais bon, on s'en fout. Non, il y a Ouais, d'autres je vois trucs. ce que tu veux dire. Ouais, c'est un détail. Il y a d'autres trucs, moi, mais c'est des détails vraiment juste de lecture comme ça. Bon, déjà, moi, je trouve que Kira, elle est over the top tout le temps à chaque apparition. Elle exagère énormément. Que ça soit dans la façon de parler. Là, il y a un moment, elle parle à l'empereur et elle lui sort. C'était quoi? Me dis pas ce que je dois faire, tu vois, à l'empereur, tu vois, en mode teenager, tu vois. Je dis, mais Mm. de comment elle parle, tu vois, déjà, ça m'a déçu. Et plus tard aussi, quand elle va faire son espèce de discours à la fin devant son armée, là, j'ai trouvé ça mais d'un ridicule, avec cette espèce de phrase, là, voilà. C'était ridiculement écrit, quoi. Enfin, pour moi, là, Mm. sous le... j'ai pas trouvé, il y a un moment aussi où elle contemple donc sa flotte se faire annihiler par l'Empire, et non, c'est pas sa flotte, c'est les escape pods, voilà. Ben, quand son vermillon se fait détruire, donc tu as des escape pods Mhm. qui s'échappent, et l'Empire qui détruit les escape pods, tu vois, la logique, quoi. Et elle est là en train de regarder son holo, et en disant, oh là là, c'est meurtrier, les gens de l'Empire et tout, mais je dis, mais c'est l'Empire, tu t'attends à quoi? Qui capture les prisonniers, mais non, Ouais. évidemment qu'ils vont les buter. Et les surprises, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, au autre moment où elle, il y a voilà, sa flotte, c'est vraiment la fin où la flotte se fait vraiment annihiler, et elle est dans son vaisseau en train de boire sa tisane, quoi. Et même les personnages secondaires du comics lui disent, mais toi t'es là toute seule à boire ton thé alors qu'il y en a qui sont en train de se sacrifier pour toi et tout. Et moi j'étais avec eux, je dis, mais oui, qu'est-ce que tu fous là toute seule à boire ton thé alors que bon, Ouais, il faudrait ouais. faire quelque chose, quoi. Il y a plein de Ben, à petits ce moment-là, détails comme qu'est-ce ça. qu'il y aurait à faire? Tu sais, il y a ça aussi, là. Je Ouais, pense je que sais pas. tout était sur la neutralisation de la tête de la Ouais. pyramide. Ouais. Bon, en tout Mais cas, ouais. des petits points comme ça. Concernant Faux aussi, donc, t'as un moment où Faux veut faire comme les Knights of Ren, elle veut se barrer parce qu'elle sent pas le truc. Et là, pour la garder, comment elle s'appelle? L'archiviste, elle sort un espèce de manteau et elle dit ouais, c'est un manteau qui est supposément donc appartenu à un Sith Lord. Et Ouais. Faux, comme c'est une fan girl ou fanboy du coup, Ouais. d'un des sites quoi, du Dark Side, elle va rester parce qu'elle veut le manteau. C'est comme voilà, moi j'ai de suite pensé Ah à ouais, voilà, les bonbons, ouais, ouais. voilà, toi et moi, Francis, par exemple, on va braquer une banque là demain, et tu vas te démiler au dernier moment parce que la police arrive, tu vois, et moi je vais te dire, attends, Francis, j'ai un pop exclusif là, tu vois, est-ce que tu veux Ouais, pas t'as rester le avec pop moi? original de Captain Rex, là. Ok, ouais. Voilà, exactement, et tu vas faire, ok, si tu me le donnes, je reste. Et voilà, c'est comme ça qu'elle reste. Je dis, mais Mhm. c'est quoi cette écriture, quoi? J'ai trouvé ça ridicule, mais Ouais. bon, bref, il y a plein de trucs comme Mais ça. si tu veux mon point de vue, c'est un personnage ridicule depuis le tout début, là, qu'au Fun Oui, Farus, là, mais faut, ouais, bon, t'as ça, pas c'est un accroché à faux. commentaire pour la série Docteur Afra. Ouais, c'est vrai qu'il arrive là. Mais voilà, et Afra, bah alors, bon, pareil, on verra dans le tome 6, moi, toute cette histoire du Spark Eternal, c'est pas la meilleure création de la série Docteur Afra, bah, j'aime toujours au demeurant, mais Ça le coup du s'étire Spark, aussi. quand même. Ah ouais, c'était chiant aussi, ce pan-là. Donc je suis content que Dark Vador l'ait enfin libérée, comme ça, elle est enfin elle-même, et ça sera vachement plus intéressant. Moi, je la trouve vachement plus passionnante, Afra, quand elle est elle-même que quand elle était sous le contrôle du. Mais on t'a dit dans Afra que c'était un truc, mais enfin, le truc est collé à elle, quoi. Elle fait partie d'elle. Même elle arrive pas. Même Sanastaros voulait l'aider pour la faire s'échapper de cette emprise. Et là, en une case, t'as Dark Vador qui va faire un force push, qui va libérer le truc, et c'est fini. Ouais, Et ouais, du coup, c'est la magie de Vador, là. ouais, mais j'ai dit, putain, deux tomes, je crois, de Afra sur ce Ouais, thème-là, réglé et en un claquement de doigts. voilà, réglé comme ça. Mais en même temps, c'est un seigneur Sith ultra puissant, ce qui Ouais. n'est pas le cas de personne dans l'équipe de Docteur Afra. Oui. Bon, bah, tu fais très bien ton taf de Il avocat l'avait du fait diable. bien. Ouais. Ouais, très bien, très bien. En tout cas, voilà, il y a plein de petits points comme ça, moi, qui m'ont saoulé. Ouais, non, Voilà. écoute, je les partage, c'est ça. C'est pas une Ouais, série qui va passer à l'histoire, mais ouais, il non. y a quand même des idées originales. Il faut quand même donner dans le lot, là, comme je Ouais. disais, là, des petits liens. Tu mentionnais tantôt comment dire, l'épilogue là, post. Mhm. Ça, j'ai trouvé ça très, très bien là, d'être. On est pendant les célébrations, c'est ça, de la victoire à la fin du retour du Jedi. Comme je disais, Luke et Leia. On a aussi une espèce de conclusion de l'espèce d'arc comment dire, de la pupille là, des fameux syndicats du crime. Là. Bon, faut avoir lu les séries Bounty Hunters là, pour savoir c'est qui ça. Ah Et ben oui, mais bon. ça aussi. Ah bah très bien, tu le mentionnes, Kadeleia là. Ouais. Pareil, donc elle est là. Comment ça s'appelle? Kira lui dit, tu es mon dernier espoir, un petit clin d'œil, machin. Mais on le saura jamais.
on saura jamais que. Bah, alors oui, on le saura dans le Ben, futur. j'ai Je sais que l'impression Soul, que, il aime ouais, bien. c'est ça. Voilà, c'est les graines que plante Charles Soule, tu vois, mais ce personnage-là, ça fait depuis le début de Bounty Hunter, de la série Bounty Hunter qu'on la suit, et on sait toujours pas. Alors oui, c'est une enfant, fruit d'un lien entre deux grands pontes d'une mafia, machin, bref. Mais là, on sait toujours pas en quoi, pourquoi Mm. Kira l'a protégé, l'a capturé, l'a protégé, machin. Non, On saura pas. moi j'ai vu ça comme elle l'a juste pris comme pupille, là, de la même façon Ouais, que dans c'est ça, Kira elle décide qu'elle veut être mentor de d'une quelqu'un. certaine relève. Ok, ouais. Je suis pas sûr dans ce cas-ci que c'est. Moi, tu vois, c'est ça, puis ça vaut pour tout l'album. Toute cette série-là. Je vois pas ça comme Charles Soule qui plante des graines, je vois plus ça comme Charles Soule qui tricote quelque chose pour rattacher toutes les graines des autres séries Mhm. ensemble. Tu sais, comme ce personnage-là, là, c'est pas un personnage de Charles Soule, c'est un personnage de la série Bounty Hunters. Mhm. Mais effectivement, Ouais, elle effectivement. était sous, c'est ça, la protection, elle devient sous la protection de Kira. Mhm. Donc, bon, ben, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça, là, c'est vraiment un album pour essayer de fermer des portes. Ouais. Les portes qui ont à être fermées. Évidemment, ce personnage-là, ben là, je comprends qu'elle a peut-être un avenir dans la série Bounty Hunters. Mhm. Malheureusement, parce que personnellement, je m'en passerais Bah très oui, oui, on bien. s'en Je fout un trouve ça peu. inintéressant. Mhm. Moi, il y a peut-être juste la petite ouverture vers Dark Druid. Là. Je dois avouer qu'à ma première lecture, je ne l'avais pas vu venir, on va dire, ou je l'avais pas. Tu sais, pour moi, c'était juste quelques cases là, sans nécessairement. Comment dire, grande importance, là, mais effectivement, là, ces Ouais, 4 petites cases, cases-là vont c'est ça. vraiment avoir une importance pour la suite des choses, là, mais bon. Ouais, 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 c'est fou. Mm. Mhm. Fait qu'écoute, Ouais. je pense que les gens ont compris notre avis au niveau de l'histoire. Si on parlait au niveau graphique, comme je disais tout à l'heure, là, c'est l'œuvre C'est là, Cummings. je suis mêlé je suis mêlé de Euh, l'album. Ici, ouais, c'est Stephen Cummings, Steve Cummins. Hein. Est-ce c'est que ça. tu sais si c'est un. Je me souviens plus si c'est quelqu'un qu'on a déjà eu sur d'autres albums Star Wars. Alors en VO, on le lit actuellement, c'est le deuxième dessinateur nul de la série de comics The Mandalorian Season 2. Tu sais, Ah il oui. a... Mhm. Mais c'est tout, il a fait que ça, je crois. Pourtant, C'est lui qui on remplace. n'est quand même pas dans le même niveau de nullité ici. Là. Je trouve pas Non, que voilà, c'est. c'est pas aussi nul que Gentil, qui était Mhm. le dessinateur attitré de la série The Mandalorian, de l'adaptation comics de la série. Et là, donc, ce Stephen Cummings va se joindre à lui pour la saison 2. On verra ce Mhm. qu'il vaut, mais Moi, je dirais que c'est c'est pas un fou. style, comment dire, assez générique quand même. Ouais. Ouais. J'ai pas eu de méga wow, sauf des certaines planches, là, comme je monte à l'écran, là, quand Mhm. Kira, elle explose le Vermilion, Ouais. son vaisseau amiral, là, dans un. Mhm. Comment qu'ils les appellent, ceux-là, les Star Destroyers, là, mais qui neutralisent un peu le départ en hyperespace, là, avec des grosses bulles anti-champ magnétique, Ouais. je sais plus comment ils les appellent. Là. J'ai Il y a un nom pour ça, Interceptor, ça se peut-tu? Ah, Alors d'accord, là, peu importe. ouais. Tout ça pour dire que c'est ça, il y a quelques planches que je trouvais OK, wow, mais c'est ça, sans plus. Ouais, Sans plus. ben, comme toi, pareil, quelques pages vraiment jolies. Donc les batailles spatiales, c'est stylé, les vaisseaux sont très bien faits, les Mhm. splash pages, comme tu montrais, c'est très beau là quand tu vois la flotte de Crimson Dawn là, dans la base cachée là. Ouais, une T'as, espèce de t'as, base ça m'a fait penser à la série Mandalorian, là, tu sais, les bases, la ouais, fameuse base cachée sous terre ouais, de Moff Gideon, là, on est un peu dans le même carrément, principe. carrément. Ouais, non, il y a de jolies pages. De jolies pages pleines là. Donc Mm. tu vois celle-là par exemple, je vais te mettre celle-là là. Pareil, superbe là, quand tu as tout le Crimson Down qui Mhm. sort de la base justement. Donc ça va, mais le reste, ça reste du moyen, je dirais. Générique, c'est un bon terme, je trouve. Mhm. Les visages humains, je trouve qu'il y a un souci. Kira, elle est pas toujours très bien dessinée. L'empereur non plus. Euh, Kira, ça dépend vraiment, hein. Parfois, t'as qu'un cri, t'as des moments. Là, tu vois, encore ça va Ouais, quand elle est ouais, au calme, mais dès niveau. qu'elle s'excite un peu, Mm. voilà, là, oh là là, quand je vois ça, putain, c'était pas fou. Mhm. C'est pas moche, mais je sais pas, Ce ça qu'on me peut dérangeait. donner au crédit du dessinateur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'arrière-plan vide. C'est vrai. Généralement, c'est rempli. Tu Ah, sais, alors que des fois, là, on a un c'est joli ça. style Mm. vraiment, là, on a juste le personnage, là, puis le fond est complètement vide. Ouais. Donc, ça, on n'en a pas vraiment. Puis, je trouve que l'équipe avec le coloriste fait du bon travail. On a énormément d'ambiances Mhm. différentes.
Selon, tu sais, comme tu montrais sur l'autre image aussi, là, lever, coucher de soleil, les explosions. Ouais, ça c'est pas mal. Les endroits plus sombres, la station à Maxine, on est dans le très coloré, hein, avec toute la végétation. Fait que c'est ça. Généralement, je trouve que ça rend bien. Mais on est dans du comics générique. Moi, j'ai pas eu de wow, j'ai pas eu de planche en me disant là, ça vaudrait la peine d'être imprimé et encadré. Ah ouais, non, pas du tout. Et puis il y a juste une petite apparition de Yoda là, vite fait, et ça m'a fait du mal parce que là on sort de Yoda, le tome qu'on a critiqué avec 4 dessinateurs qui ont les 4 réussi magnifiquement leur Yoda, et là le Yoda d'ici, il est juste à côté d'un Luke tout moche en plus. Ouais, c'est quand ils ressemblent toute la station à Maxine. Là, je suis en train de le chercher. Ouais, pareil. C'est sur StreamYard, c'est assez petit les miniatures, donc pas évident. Donc c'est ça, quand pas la station à Maxine, pardon, la Fermata Cage là, est activée. Et là, les 4 personnages le ressentent, mais effectivement, regarde le visage de Luke, le visage de Yoda, le visage de l'Empereur, comme tu disais. L'Empereur, c'est pas fou, c'est ça. Donc, c'est pas parfait, mais en même temps, comme toujours, j'essaie pour les dessinateurs, j'essaie de faire un tout. On ne sait jamais aussi. Visiblement, parfois, un excellent dessinateur a fait une œuvre bâclée parce qu'il y a eu la commande la veille au soir là, pour le lendemain. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, transition sur les covers, du coup, là par contre. Oui, exact. Alors là, on a 2 auteurs, Paolo Siqueira et Rachel Rosenberg, qui ont fait les covers de ce tome-là. Peut-être préciser, c'est pas un a fait certains et l'autre. C'est une équipe. Donc, ils font tous les covers en équipe. Et là, je trouve qu'il y a des belles choses. Par exemple, le numéro 2 que je monte à l'écran, avec Vador et le drapeau de Crimson's Down en feu. Superbe, ça. Magnifique. Vraiment, plusieurs, celle-là un peu moins, c'est peut-être à cause de la fameuse équipe de chasseurs de primes. Oui, voilà. En commentaire, j'avais les desserts, ça reste très joli, hein, c'est juste que c'est l'équipe de bras cassés. Ouais, c'est ça, on s'en fout. La fine équipe des seigneurs de Sith au combat. C'est très très cool. Et c'est ça, Kira, là, et l'empereur qui a de l'air d'être sur le point d'être vaincu. Ouais. Et évidemment, pour lancer l'événement, c'est celui-là que Panini a choisi pour sa couverture. Donc, c'est Kira avec ses fameux bâtons avec lesquels elle avait affronté Vador lors de la fameuse vente aux enchères il y a quelques mois, années. Et du coup, sinon, il y a les couleurs alternatives que tu voulais parler? Avant, je voulais juste mentionner que les 2 artistes sont des artistes assez spécialisés dans les couvertures, justement. Ce sont plus des cover artistes. Et Rachel Rosenberg, elle est très très connue dans le milieu. Notamment comme coloriste, elle a fait pas mal de couleurs sur Star Wars, sur d'autres séries Star Wars, mais elle fait des covers, notamment pour Marvel aussi, superbes, quoi. Vraiment, c'est vraiment le plus gros point positif du tome, moi je trouve, c'est ces covers-là. Non, il y avait juste deux petites critiques, c'est la cover 1, donc, qui est utilisée pour celle du tome VO et Panini, et la cover 5 où tu disais avec l'empereur abattu avec Vador qui le protège. Ça, c'est très, très beau, très stylé, tout ce que tu veux, mais c'est abusé parce que dans le tome, pas une seule fois Kira va sortir, c'est Electrostaff. Ouais, non. Ça, c'est un grand classique des comics, hein, d'avoir des choses sur la couverture qui se passent pas du tout dedans. Ah ouais, non, ouais. Là, on a même ça des fois dans les romans aussi. On a quelques couvertures de romans qui sont trompeuses aussi. Ouais, mais celle-là particulièrement, là, tu vois, justement, où Kira domine les 2 sites avec son staff, alors que non, on ne verra jamais l'empereur se battre contre Kira. Malheureusement, moi j'aurais bien voulu voir le massacre, mais non, on n'aura pas ça. Donc c'est dommage. Et donc les variantes, elles sont pas folles, hein. Moi je trouve que les covers principales sont plus jolies que les variantes pour une fois. Même la Peach Momoko là, elle est où? Elle est pas ouf. Justement, elle est là. C'est une espèce de double page. Voilà. Où c'est celle de droite, en bas à droite, où elle a utilisé le personnage de Chanasha, que tout le monde s'en fout. Moi j'aurais adoré une variante de Peach Momoko avec Kira, quoi. C'était l'occasion de mettre Kira version manga, quoi. Là, le perso, ok, elle est sympa, mais comme le perso t'en fous, la cover, elle est pas ouf. Ouais, non, effectivement. Moi, j'avais bien aimé le concept. Sais-tu? Non, ça, c'est l'empereur avec les zombies là, avec ses gardes rouges. Mais il y avait un concept là, de 4. Ah oui, celle-là. Avec... C'est comme s'il y avait des volets ou des trucs comme ça, là, mais avec 2 personnages. J'ai trouvé ça pas mal. Original. Ça, c'est pas mal. Ouais, ils ont appelé ça des battle variantes. Où tu vois 2 personnages se battre en haut. Et il y en avait une justement où il y avait Kira contre l'empereur qui doit être
qui doit être juste au-dessus. Ici, là, voilà, elle était jolie celle-là. Où Mhm. tu avais Kira et l'empereur, et au-dessus, donc Kira contre l'empereur avec sur l'étoile noire, j'imagine, je sais pas. En tout cas, c'était super stylé, mais encore une fois, Ouais. on le verra. On Moi, le verra ceux-là, pas, ça. ces 5-là, ça, je trouve ça très vendeur. Moi, voir Ouais. ça, c'est cette version-là que j'achèterais. Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Et ils ont fait aussi des travel variantes, alors je sais pas pourquoi trop ils ont appelé ça comme ça, qui sont, pardon, juste en bas là, qui sont très jolies aussi, vraiment, c'est des styles vraiment particuliers, la type estampe japonaise en haut à gauche, C'est vrai. là avec Dark Vador seul là sur, en haut à droite. C'était vraiment pas mal, les Knights of Ren dans la jungle là, et ouais, Faux et l'archiviste là. Mhm. Ceux-là étaient aussi très jolis, mais bizarrement, ils ont été faits qu'en miniature dans le tome là, donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis en page pleine, mais bon, c'était sympa aussi. Ben, excellent. Donc, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Si je te Oui. demandais de noter cet album-là. Alors, ben, moi, à la fin de la première lecture, enfin la deuxième lecture, en fait, en plus de la lecture en numéro, je m'étais arrêté à 9 sur 20, tu vois. Et la relecture m'a fait encore plus baisser le tome, parce que je trouvais ça chiant, mais dans chiant. Donc, j'ai baissé à 8 sur 20. Et là, le fait d'en reparler à l'émission, tu vois, je me demandais, est-ce que je descendais encore plus? Parce que vraiment, ou pas. Et j'avoue que ton travail d'avocat, là, ça a pas mal payé. Ouais, je me Donc, je vais pas suis descendre. souvent fait dire que j'ai raté ma profession, que j'aurais dû être avocat. Ouais, je sais pas, parce que finalement, je vais m'arrêter à 8, je vais pas aller plus bas. Moi, je trouve que bah, la grosse surprise du tome, ça vient du fait que Charles Soule, et que c'est pas manchot quand même, tu vois. Mais là, pour moi, il a fait de la merde, quoi. Ben, depuis Crimson Reign, hein, ça dure pas, enfin, c'est pas nouveau. C'est la continuité de Crimson Reign qui était, enfin, moi, je trouvais ça très très nul. Et ben, je trouve Hidden Empire encore plus nul. Donc, je suis très content que ça se finisse et qu'on passe à autre chose. Ou pas, parce que Dark Druid, on verra, Mhm. mais je suis pas fan pour l'instant du truc. Donc c'est dommage, juste les covers. Quelques dessins, il y a 2-3 dessins sympathiques qu'on a dit en splash page. Même les combats, on l'a pas parlé, mais les combats, Ouais, ils sont, pas très ouais. dynamique. Hein. Voilà, ils sont pas dynamiques du tout. T'as Ouais. un moment où tu as Vador qui se bat contre les orphanes, là, et puis tu as l'espèce de lame, il a fait une espèce d'effet de mouvement tout moche là. Mhm. C'était affreux quoi. Et pareil pour l'empereur à la fin. Alors c'est cool, tu vois l'empereur en pleine action là, il est content lui aussi de se libérer. Ah, je vais faire un peu d'exercice, je vais Ouais, défoncer ouais, du c'est ça. Strump. Et c'était cool de le voir défoncer du monde, mais il n'y a pas d'impact dans les dessins, donc c'était dommage. Donc non, je retiens rien de ce tome-là, hein, vraiment, à part les covers, quoi. C'est triste, hein, je sais pas. Non, non, écoute, fait que quelle note t'as dit? Je m'arrête à 8. 8 Un sur 8, 20. écoute, ouais, pour toi, c'est quand même excessivement bas. Moi, tu vois, c'est ça. J'ai quand même, j'ai donné mes arguments, là, mes contre-arguments, qui fait que c'est pas si dramatique. Là. Je suis en train de comparer justement visuellement avec mon arbre, on va dire ma pyramide là, des notes. Et quand je compare avec d'autres, là, où est-ce que c'était une catastrophe totale, et dessin, par exemple, et histoire, etc., je pense que je vais lui donner un 10 sur 20 à celui-là, donc un 50%. Là, c'est pas la note de passage pour la plupart à l'université, des fois, dans certaines facultés, 50%, ça passe, hein, mais bon. Ça pour dire que c'est sur la limite, là. Ouais, c'est ça. Histoire, on s'en serait passé, mais je comprends qu'il fallait, comment dire, conclure tout ça. En fait, c'est tout l'événement. Moi, c'est ça, là. Ouais, War of c'est the tout ça. Bounty Hunters aurait dû être unique. Voilà, exactement, exactement. Ça aurait dû s'arrêter là. C'est Ouais. ça. On verra Dark Droid, là. Ça sera intéressant dans quelques mois de voir notre avis, tous les deux, là, sur l'événement Dark Droid. Ouais. Je trouve que dans un sens, il y a des aspects intéressants. Oui, Mais je suis d'accord avec toi. Crimson's Reign puis Hidden Empire, on s'en serait passé. Donc, ouais, pas plus qu'un 10 sur 20. Sautez-le, hein, sautez-le. Si vous êtes fan de Kira ou quoi, lisez War of the Bounty Hunter, c'est très cool. Hein. En plus, son apparition est vraiment, c'est une belle surprise. Et puis, passez directement en Dark Droids, quoi. Sautez tout ça. Là, parce que... Ouais, ben ouais, où là, les gens vont peut-être se demander, par contre, d'où ça sort certaines affaires, puis qu'est-ce qui est arrivé avec d'autres, mais c'est vraiment pour les complétistes, c'est vraiment du bonus pour les séries régulières. À ne pas consommer là, tout seul dans son coin, là, parce que vous comprendrez absolument rien. Ça va être encore pire que pour nous. Là, Fait que voilà. Écoute, ben c'est. Sur ces notes pas vraiment très bonnes. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Là, j'essaie quand même de rester positif, mais c'est ça. C'est sur ces moyennement bonnes notes, voire mauvaises, qu'on va conclure l'épisode sur Hidden Empire et sur le fameux événement. On passe à autre chose. Yes, fini. C'est ça. N'hésitez pas à nous dire, par contre, dans les commentaires, est-ce que vous avez apprécié ça? N'hésitez pas non plus à partager
les pouces, les abonnements, etc., ça fait toujours une énorme différence pour la visibilité de l'épisode et la découverte du podcast là, pour d'autres. Donc, voilà. Et ils nous rejoignent aussi sur les serveurs, sur notre serveur Discord. Plein de discussions, entre autres, au niveau littérature. Là, c'est toujours bien intéressant d'avoir l'avis des gens. Donc, voilà, partagez, parlez-en autour de vous, etc. Jean, si je te demandais, on a quoi au programme pour les prochaines émissions là, qu'on sait là, que c'est déjà canon? Alors, littérature, nous avons sûrement la critique du tome Dark Vador, tome 6, qui s'en vient là, bientôt. On aura quoi d'autre? On aura un roman, ça sera plutôt janvier. On aura sûrement la critique du dernier Eye of Darkness, là, Eye of Darkness. Ouais, de l'autre République, phase 3, le début. Tu l'as mentionné en début d'émission, mais aussi le recueil Tales of Light and Life. Ça, on va réussir à le dire quand même. Donc, il s'en vient aussi. Peut-être avant même le Eye of Darkness, je pense. Je sais pas, on verra. Ouais, c'est ça, on verra là, entre les dates d'enregistrement et dates de publication. Oui. Et voilà. Et donc, je crois que c'est tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, non, c'est ça. Je sais qu'il y a d'autres affaires en préparation, mais comme j'ai aucune idée, puis là, on tombe dans la période. Pour info, on a enregistré juste avant Noël. Donc, avec les vacances, tout ça, là, on ne se lancera pas trop dans des promesses là, si ça n'arrive pas avant le mois de février. Donc, bien voilà. De la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous. Bye. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.